Au programme de Rocasphère aujourd'hui, une Roca Team à 2 vitesses. Victoire très importante contre Fenerbahçe jeudi en Euroleague. Une défaite sans grandes conséquences contre l'Asvel hier soir en Betclic Elite. Focus aujourd'hui sur le staff de la Roca Team. Ilias Kantzouris a rejoint Monaco fin novembre. Le coach assistant grec, qui évolue déjà aux côtés de Spanoulis en sélection nationale, nous a accordé un entretien lors du dernier déplacement à Paris. Et puis, projection sur la semaine à venir, 2 matchs d'Euroleague au programme, la réception de Kaunas demain soir et un déplacement au Pirée pour affronter le leader de l'Euroleague, l'Olympiakos, jeudi. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Rocasphère, votre rendez-vous basket Roca Team tous les lundis, 19h50 sur TV Monaco. Avec moi ce soir, mon 2 majeurs habituels, Yohan Cherami et Ben Monclar. Salut les gars, ça va? Très bien. Comment ça va? En forme? Très très bien. Pleine forme. On va passer le week-end ensemble, donc ravi d'être là. C'est vrai qu'on se lâche plus, Yohan. Une fois de plus. Un petit couple. Un petit couple, ouais, c'est vrai, un petit couple. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec les Vals. On l'a précisé dans le sommaire, messieurs, 2 matchs au programme cette semaine. D'abord, cette rencontre contre Fenerbahçe qui était très importante pour sécuriser le top 4 pour Monaco et cette victoire contre les Turcs. Et puis cette rencontre de Betclic hier contre l'Asvel avec malheureusement une défaite pour les Monégasques qui restaient sur 10 victoires d'affilée en championnat. Vos notes pour cette semaine, je commence avec toi, Yo. Elle va être surprenante. Je préfère prévenir. Moi, j'ai choisi d'être volontairement généreux. Je voudrais mettre un 7 sur 10 cette semaine parce que le match le plus important de la semaine, c'était celui contre le Fener. Celui qu'il fallait à tout prix gagner, c'était celui contre le Fener. Et il y avait énormément d'enjeux, énormément de pression. Ils ont été à la hauteur de l'événement. Ils sont allés chercher cette victoire ô combien importante dans la course au play-off. On va avoir le temps, évidemment, de parler du contenu qui, en plus, a été bon défensivement et offensivement. Voilà, c'est dommage. Tu perds la tête du championnat hier. Tu mets fin à une série de 10 victoires consécutives en championnat. Tu perds un petit peu une dynamique qui aurait pu être importante dans le sprint final, mais c'est pas le juge de paix. Le parti pris, on le dit souvent, on le répète souvent, c'est l'Euroleague. On l'assume. Moi, je l'assume. Le match le plus important, c'était le Fener. Ils ont été, encore une fois, très bons. Donc je veux être généreux. Je peux pas dire que c'est une semaine moyenne quand tu gagnes le match le plus important de la semaine. Tu partages cet avis, Ben? Oui, globalement, je suis d'accord avec lui. Après, voilà, moi, cette défaite contre l'Asvel, voilà, j'attends de voir. Moi, j'ai mis 6,5. J'attends de voir. J'ai envie qu'il confirme, en fait. Cette équipe, j'aimerais qu'elle confirme. Donc, il y a un match demain contre le Zalgiris qui est hyper important. Ils ont été très bons contre le Fener, c'est vrai. Ils trébuchent contre l'Asvel à domicile. Cette équipe-là, pour passer un step, on sait qu'elle est capable de gagner contre tout le monde, mais elle perd aussi des matchs. J'aimerais qu'elle arrive à enchaîner pour qu'on aille plus haut dans les notes. Et qu'on soit il faut qu'on soit un petit peu plus exigeant avec elle. Et on sait très bien ce qui s'est passé là, il y a 2 semaines. Ils perdent ces 2 matchs d'affilée. Là, ils gagnent contre le Fener, c'est très bien. Le côté rouleau compresseur. Exactement, ce côté un peu sûr de soi. Pas faire un coup de temps en temps et puis perdre 2 jours après, regagner, reperdre. Voilà, on voudrait qu'ils avancent et qu'ils marchent un peu sur les championnats, qu'ils montrent un petit peu leur puissance. La note de la rédaction des sports de TV Monaco est de 6,2, ce qui nous donne une moyenne de la semaine de 6,6 pour nos Roca Boys. Après, ce qui est plutôt une bonne note, sachant qu'il y a une défaite sur les 2 matchs. Donc évidemment, on a voulu mettre en avant cette victoire contre Fenerbahçe jeudi. On va revenir sur ce match, messieurs. C'était un match très important. Il fallait gagner après ce revers contre le Maccabi et aller assurer pas assurer ce top 4, mais aller le sécuriser un petit peu plus. Oui, ils ont pris une option sur ce top 4. Voilà, c'est pas fait. Là, il y a une semaine double, ce qu'on appelle une semaine double quand il y a 2 matchs d'Euroleague dans la semaine. Ça va être très important, je dirais, au moins d'en gagner un. S'ils arrivent à en gagner 2, en allant gagner à l'Olympiakos, ça va être fabuleux. Mais en effet, ce match contre le Fener, il était sous haute tension. On a eu Mathieu sur le plateau la semaine dernière, on a bien vu comment il était, il nous a raconté que c'était assez tendu. Ils ont réussi à le prendre. Voilà, on a vu ce premier carton de feu de Mike James qui a lancé tout le monde. On sent qu'il a repris des responsabilités. Il a dit, faire des passes, c'est bien, mais mettre des paniers, c'est important aussi. Laissez-moi le ballon, je m'occupe de tout et suivez-moi. Eh ben on va aller voir tout de suite les stats de Mike James qui était en mode
Magic Mike l'autre soir à la salle Gaston Médecin. 19 points seulement à la mi-temps pour Mike James qui avait décidé de rouler sur Fenerbahçe. 29 points donc au total, le record cette saison, et c'est son deuxième meilleur bilan de points avec Monaco. Il avait déjà fait un 29 points contre Fenerbahçe justement, il me semble. 6 passes décisives, 5 sur 8 à 3 points. Ça c'est très rare aussi cette saison de la part de Mike James, ce taux de réussite à 3 points. 2 interceptions, 26 dévals. On en a parlé un petit peu dans sa match, Johan, mais il y a besoin d'un Mike James aussi à ce niveau-là. Absolument, il a donné le ton, je trouve, d'entrée de match avec tout de suite ces 2 points qui ont permis de montrer un petit peu la dynamique et la voix à ses coéquipiers, hyper concentré. Moi, j'ai aimé la combativité, la hargne, tout cet esprit collectif qu'il y a eu. On les a sentis hyper concentrés. Un Mike James qui avait... je sais pas, il avait les jambes en feu, il avait envie, quoi. On sentait que c'était son match, c'était son moment, il s'y est pas trompé. Et moi, j'adore ça en plus. J'adore les mecs qui arrivent en disant « Ok, bon là, par contre, il y a un gros match à jouer, il y a de l'enjeu, il y a de la pression. » Et qui assume ses responsabilités. Il l'a fait avec brio. On peut aussi parler de Daniel Theis qui a été brillant et qui continue de rayonner dans le secteur intérieur. On peut parler du grand match d'Eli Okobo. On peut parler du dernier quart-temps d'Alpha Diallo qui a été vraiment très bon. Et d'ailleurs, son coach Vasilis Panoulis a tenu à le féliciter à la fin de la rencontre. Mais pour revenir à Mike James, quand il est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Franchement, il est phénoménal. C'est le meilleur joueur d'Europe quand il est comme ça. Et puis l'apport précis sur certains moments de Mame Géité ou de Terry Tarpey qui ont amené leur petite pierre à l'édifice, etc. Non, le collectif monégasque a bien fonctionné. Je vous propose qu'on écoute tout de suite Jordan Lloyd qui s'exprime à propos de son capitaine après la rencontre. Mike is Mike. He can get 29 on any given day, obviously. I'm not surprised about the 29, but I think we should be talking about how he had 29 and still was able to get others to be involved, playing great defense, being a great leader out there. So the 29 is that's easy for him. He can do that in his sleep. Johan, tu parlais des autres joueurs qui ont performé sur cette rencontre. On peut une nouvelle fois parler peut-être de Daniel Theis, Ben, qui montre match après match tout son talent, et on a vraiment l'impression qu'il est déjà un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus important de cette équipe. Exactement. En fait, il est dans un profil totalement différent des 3 autres postes 5 monégasques. C'est-à-dire qu'il est très mobile, physique, athlétique. Il est capable de mettre des gros dunks, d'aller chercher des contres. Et il peut même se décaler parfois au poste 4. On voit qu'il est de temps en temps sur le terrain avec Mame Géité ou un des 2 autres, que ce soit Papagiannis ou Moti Jonas. Donc voilà, il a parfaitement fité dans cette équipe. On dirait qu'il est là depuis le début de saison. Il est dans le 5 majeur, il a la confiance de tout le monde, il connaît tout le système. Voilà, on dirait qu'il est là depuis début août et il fait un travail excellent. Il y a quelque chose aussi qu'on a souligné nous entre nous. Il n'était pas là contre l'Asvel hier. Il n'était pas là contre l'Asvel. Est-ce qu'il manque déjà? Bah oui. Protégé parce que je pense qu'on en a tellement besoin en Euroleague qu'en plus il a eu cette mauvaise chute avec le coccyx où il a quand même été un petit peu blessé. Donc je pense qu'il faut le protéger. Il est tellement indispensable en Euroleague. Voilà, la gestion, elle est importante pour lui. Mais tu le disais, Ben, moi j'ai l'impression que c'est un monstre phisique et que tu vois qu'il arrive d'NBA, tu te dis, mais quand il arrive parfois dans le combat à mettre la main sur les ballons comme ça, les rebonds offensifs, les rebonds défensifs, il est tellement puissant, tellement impressionnant et déjà indispensable à la Roca Team et au coach Spanoulis. Daniel Theis, on va en reparler tout de suite puisque c'est le temps du tambor tactique. Johan, quel est le thème de la palette aujourd'hui? Vous vous en doutez bien, on va s'intéresser à la victoire contre le Fenerbahçe et un zoom sur les contre-attaques et le jeu de transition extrêmement performant de la Roca Team face au Fener. Il fallait trouver un moyen de contourner l'une des meilleures défenses de l'Euroleague, la 3e pour être précis. Et vous allez voir que les Roca Boys, dans le jeu de transition, dans la projection, ont été vraiment très bons. Regardez cette action par exemple, avec 5 secondes à jouer. Nous sommes à la fin du premier quart-temps et 4 joueurs sont trouvés. Daniel Theis vient conclure avec une faute en prime. Voilà, une contre-attaque éclair, un jeu de transition parfaitement mené. On décortique tout ça avec toi, Ben? Avec plaisir. Donc on va voir cette belle action, vous allez voir. Donc là, comme on l'a dit, 5 secondes à jouer. Mike James, il demande la balle. Les joueurs du Fener, ils ont peur. Donc là, ils viennent le fermer avec ces 2 joueurs ici.
Mike James, il a déjà mis 19 points. On veut pas qu'il ait le ballon, on le coupe. Mais du coup, ça ouvre des espaces aux autres. Strazel, il va venir dans cet espace. Vous allez voir très très intelligemment pour proposer une solution. Et là, il est au Kobo. Aiguillage, partir en contre-attaque ici. En l'espace de même pas une seconde, il y a 1, 2, quasiment 3 et 4 joueurs du Fener éliminés. Ils n'existent plus. On va voir cette belle course-là, comme je l'ai dit, d'Elio Kobo, la passe dans la course de Mathieu Strazel. Et là, on va faire une petite pause. C'est Daniel Theis. Il lit parfaitement la situation. Je vais enlever ça. Il vient proposer une solution de passe en s'écartant le plus possible de son défenseur. Et là, au Kobo, pareil, la qualité de passe dans la course qui va pouvoir proposer une solution de panier très très claire à Daniel Theis qui vient finir. Bon, la finition, elle n'est pas forcément évidente. Il finit avec la faute main gauche, avec un poste 5 qui monte sur lui. Mais ça, c'est des actions qui font énormément de mal à la défense et qui donnent une grande confiance au collectif monégasque. Merci Ben, je te laisse nous rejoindre. Voilà, ça a été la clé de cette rencontre de pouvoir contourner cette défense. Là, c'est une action qui s'improvise ou c'est quelque chose qui a été travaillé? Oui, ça c'est totalement improvisé, mais on sent que les 5 joueurs sont sur la même page, comme on dit. Ils sont connectés, ils réagissent au mouvement des uns et des autres. Et comme je l'ai dit, ça donne beaucoup de confiance quand ça fait 2-1 mal à la tête de l'adversaire et ça donne de la confiance parce que tout le monde participe sur une action comme ça. Le coach Spanoulis, il était content de voir que le ballon transite vite avec une passe du jeu rapide. Lui, je peux vous dire qu'il a félicité un peu. Et puis ça s'est reproduit plusieurs fois en plus. On l'a vu plusieurs fois avec notamment des Okobo qui s'est régalé avec Daniel Theis. Mais c'est vrai qu'il y a eu une très très bonne gestion, je trouve, par moment de Mike James qui a su, un peu à l'image d'un Nick Calates, trouver le tempo. Parfois ralentir, parfois jouer très très vite. Et puis ces actions-là, où honnêtement ça a été des fulgurances tout au long de la rencontre, une projection, enfin être capable en l'espace de 4-5 secondes de traverser tout le terrain. Là on la revoit encore une fois, cette action c'est rare de réussir. Ça permet de recoller. Et en plus ça permet d'entamer le deuxième quart-temps. Exactement. Au coude à coude. Ouais, non, c'est une action assez symbolique de ce match-là et on aimerait en voir un peu plus souvent parce que voilà, c'est aussi une des manières dont peut jouer les Roca Boys et c'est une arme supplémentaire. Ouais, et puis Mike James sur cette action, c'est-à-dire que lui, il a déjà mis 19 points. On a peur de lui, il se met dans un coin. Il touche pas la balle. Exactement. Donc en fait, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait auparavant, ça permet qu'il y ait 2 joueurs sur lui pour qu'il n'y en ait plus que 3 autres qui défendent sur 4. Donc ça, c'est très important. Très belle action. Et si vous aimez les belles actions, on en a d'autres à vous montrer dans le top 5 des meilleures actions de la semaine de cette 30e journée d'Euroleague. Another opportunity to make this a 10-point game. Oh, instead, Hugo Gonzalez cleaning the crystal right there as the layup comes in and Gonzalez goes up and throws it. Gonzalez has got... Avec Janaïs Davis, c'est derrière Nicolo Melli, Baldwin, le ballon qui circule bien, Biberovic, la bonne défense de la Roca Team, il va remonter et il va être attendu, il va être scotché par Daniel Theis. Allez, bam, salut. On appelle ça comment dans vos jolis termes, Laurent? Une bonne bâche. Une bonne bâche. Voilà, une bonne bâche. Ouais, elle est belle. Terrific D. Modo Lone has to beat the shot. Oh, what a bucket from Fabian Kozer with the shot clock buzzer about to... None back in. And right back to the rack comes Kendrick Nunn, the Owaka's apex predator. 17 for Nunn tonight. Mannion working on TJ Short, spins, swatted away by TJ Short, an extraordinary defensive play. Moved his feet furiously to stay in front of Nico Mannion. Incroyable ce contre de TJ Short qui est quand même pas le plus grand pour aller chercher un contre. Allez, il est temps de passer tout de suite à la Roca Jauge. Messieurs, il est temps de sortir les MVP de la semaine du côté de Monaco. Qui veut commencer? Je peux y aller. Allez, de toute façon, moi, sans surprise, Mike James, voilà, un premier quart-temps, comme on l'a dit, 19 points. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'après, pendant ce troisième quart-temps, il a été un petit peu en retrait. Et quand il a fallu appuyer sur l'accélérateur sur cette fin de match, il a mis des gros shoots. Non, Mike James, il a été à l'image de ce qu'il nous a montré depuis ces dernières années à Monaco.
un leader, clutch player, leader offensif. Il a régné sur ce match. Une copie parfaite pour lui. Exactement. Je t'attends pour savoir qui tu vas nous donner, Johan. Ça va pas être évident, d'ailleurs. Il va falloir se lever tôt quand même pour aller concurrencer Mike James. Mais il y a un joueur qui a brillé cette semaine quand même, Johan, et que toi tu veux mettre en avant. J'étais encore en train de prendre du plaisir à regarder les shoots de Mike James. Pardon. Il a fait un match. On a pris du plaisir en direct, hein, déjà nous à la salle. C'est phénoménal. Non, moi j'ai envie de parler d'Eli Okobo parce qu'on lui avait porté la guigne après sa venue dans l'émission au mois de janvier. Il s'était blessé quelques temps après et là il est de retour à son meilleur niveau et franchement au meilleur des moments. Alors oui, il y a ces 2 pertes de balles. Ça part très mal pourtant. Ça part très mal et d'ailleurs il y a de la frustration. Il rate aussi 1 ou 2 shoots un peu ouverts et normalement qu'il doit mettre dedans. Ça a créé de la frustration. D'ailleurs, on a vu un échange assez musclé en première mi-temps avec son coach Spanoulis. Les deux se sont parlé. Mais il est resté dans son match avec la confiance de son coach aussi. Et derrière, il termine avec la 3e meilleure évaluation de son équipe, avec 16 points, avec des caviars, les fameux Okoball qu'on aime voir. Moi, j'ai en mémoire une passe pour Daniel Theis assez magnifique. Et voilà, j'adore voir ce Eli Okobo-là, qui en plus a été... le joueur qui a quasiment le plus joué. Alors, on peut penser à un moment donné à cette petite brouille là sur le bord du terrain où on se dit ouh, ça va être chaud, 2 pertes de balles et non, il reste focus. Il a été très bon. Bien concentré dans son match. Parfait lieutenant de Mike James. Parfait lieutenant de Mike James. Et il a été très bon aussi hier contre l'Asvel en plus. Et il a été très bon hier en plus avec encore 16 points, des passes décisives, toujours de l'influence à la main. Voilà. Mention spéciale quand même à Daniel Theis. Hein, vous l'avez compris, on en a assez parlé dans cette première partie d'émission. Il n'a pas joué hier. Mais il n'a pas joué hier. Au contraire d'Eli Okobo et de Mike James. Exactement. Mike James contre Eli Okobo, duel 4 étoiles aujourd'hui pour le MVP de la semaine. Nous allons donc vous départager autour du jeu de la semaine, messieurs. Aujourd'hui, quiz de rapidité. Là, le quiz de rapidité. Voilà, entre vous deux, il y a 7 questions au programme. Le plus rapide marque le point, évidemment. Vous l'aurez compris, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, c'est parti. Quel est le meilleur intercepteur cette saison? TJ Short. Non. Papagiannis. Non. De l'Euroleague, on parle là. De l'Euroleague, oui, bien sûr. Francisco. Non. Allez, c'est du côté du Bayern. Edwards. Non. Viber. Allez, je la prends. Vellerbab, Nick Vellerbab. 1-0 pour Johan. Quel est le meilleur rebondeur? Meilleur rebondeur. Mathias Le Sort? Non. Il était trop blessé. Qui sait, ça peut être dans quelle équipe il est? Et tu veux pas nous le dire? À l'étoile rouge? Philippe Petrousev? Non, Bolomboy. Bolomboy, 2-0. Quel est le joueur qui marque le plus de 2 points par match? Vezenkov. Malédon? Non. Vezenkov. Pas Théo Malédon? Ni Théo Malédon. Ni Vezenkov? TJ Short. Non. TJ Short, 2-1. Qui a le meilleur pourcentage à 2 points? Kendrick Nunn? Non. Petrousev. Non. C'est un poste 5. Celui du Un Français. C'est un Français. Théo Malédon? Non. Causeur, Francisco. Nadirifi? Nadirifi. C'est le leader de l'Olympiakos. Evan Fournier. Evan Fournier. Non. Fall. Mousfal. Mousfal. Allez, 2-2. Quelle est la moins bonne attaque d'Euroleague? Alba Berlin? Non. Lasvel. Bologne? La Virtus? Non. Il y a qui en bas? Non, Maccabi, ils ont une Il y a bonne qui en attaque. bas? On a dit Lasvel. Milan? Olympia Milan? Real, le Barça, le Bayern. C'est une équipe que va affronter Monaco. Zalgiris. Et le Zalgiris Kaunas, messieurs. Allez, quel est le joueur de Fenerbahçe qui a eu la meilleure éval contre Monaco? Comment il s'appelle le frère? Son frère joue à NBA, j'ai un trou. CJ McCollum. C'est pas lui? C'est la deuxième éval de Fenerbahçe sur ce match. Non. Mais moi, c'était lui. Mais qui a la meilleure? Du coup. Si c'est pas CJ McCollum, c'est... Non, c'est pas lui. Allez, messieurs, il me faut une réponse. Allez, c'est terminé. C'est terminé, malheureusement, avec une victoire pour Ben, il me semble, le 3-2 ou... 3-3, je crois. 3-2 ou 3-3? Aucune idée. 3-3. Il doit y avoir 3-2, il me semble. Ouais, bon. 3-2, victoire de Ben, 3-2. Et c'était Marko Guduric, la meilleure éval de la rencontre Là, on a pris entre le bon, mais Monaco et On est sous stress. Hein. Fenerbahçe. Ouais, ben c'est très intense, hein, ces quiz, hein, messieurs. Moi, je vous avoue que le stress, je suis complètement imperméable pendant ces séquences. Le chrono, c'est dur. Ils nous mettent le petit son là, quand on rate. Allez, cette semaine, nous vous présentons un membre du staff de
Vasilis Spanoulis, celui qui l'épaule déjà avec la sélection grecque. Ilias Kantzouris a débarqué dans la principauté fin novembre. Il nous parle de son rôle d'assistant coach. Entretien signé Sylvie Ferreira et Loïc Kieffer, montage de Jean-Louis David. Everybody has his role. We know where are the lines. Vasilis is the coach. For sure, my job is, to express my opinion and let's say we talk and we discuss about many things. Sometimes we agree, sometimes we disagree. What matters is always, to have good intention and, the right spirit for cooperation and bringing the best on the table, for the team. We knew each other because we played against each other many, many years. When he called me and he told me about, the situation in Monaco, I had no doubts in my mind. Everything has to do with how you see and how you understand the basketball. I believe we are very close as long as, the philosophy about the game. And it's always, a pleasure, to work with him. We understand each other, we have respect, and you don't need a lot of things, to have a good cooperation. As long as professional sports, as we are talking, there is only one thing that matters, is to have a result, because at the end of the day, everything has to do with winning or losing. Part of being in a high level has to do with how you handle your emotions. So my motto, and I believe, how we need to approach, every time, the things have to do with not being very excited, either in good moments or in bad moments. So being able, to handle a loss is the same important as, to handle a big win. So you always need to stay humble, try to keep the good things, or try, to improve, the bad things, and move on. This is our life. The schedule and the rhythm of a EuroLeague team is really, really demanding, with a lot of games, a lot of trips. So you don't have a lot of time, free time, to do other things than, to occupy with the team. So let's say all the season, we'll talk about, from the moment that, the season starts till the last game of the season, has to do with basketball. We have to see the opponents, we have to prepare, we have to see also what we're doing good, what we're not doing good. So basically it's a continuously, let's say, battle. If we count how the percentage of the people that are able, to do as a job what they love, I don't believe that we talk about big numbers. So I wanted always, to stay at the sports, because I was, let's say, a big fan of sports. I always liked, to see, watch and play sports, basically soccer and basketball. And I was able from a very, very young age to transform this into my job. So I really feel blessed. I coach basically all stages, from junior teams till EuroLeague teams. The road was really long and still is. And what is really, let's say, demanding is that you really need to be there, giving everything every day. You really need to have passion. You really need to have love. You really need to be ambitious. You need to find the right combination, having, let's say, the right mentality. And then you have to be also lucky sometimes. I don't believe we should look far away. Because then we're going, to see the tree and miss the hood. So we have to go step by step, try to take every game separately with the same good mentality. And I feel as, I see the team, and as we feel with the team, we, let's say, we have good feelings and good things we can expect. Every game is a final for us.
Ilias Kantzouris qu'on découvre donc cette saison avec la Roca Team aux côtés du coach Spanoulis, le coach assistant. Ça c'est un rôle que tu connais bien toi Ben, puisque c'est le rôle que tu as actuellement avec les Sharks d'Antibes. Tu peux nous parler peut-être de ce rôle spécifique qu'est l'assistant coach? C'est essayer de voir ce que le coach voit pas. Voilà, coach c'est énormément de pression. Donc il y a des choses qui, soit ils n'ont pas le temps de faire, soit ils ne peuvent pas voir parce que pendant le match, il se passe tellement de choses, il y a tellement de décisions à prendre. On a un petit peu plus de recul et on essaye d'amener les petites choses en plus, donc que ça soit au quotidien sur le terrain ou pendant les matchs. Et puis ils ont cette relation de confiance. Voilà. Vassili Spanoulis, si vous voulez quelqu'un qui connaît, qui a de l'expérience, et ils ont cette relation de confiance. C'est très important pour un coach d'avoir confiance en son staff. Oui, c'est très important d'avoir ce lien de confiance entre les deux. Oui. Exactement. Je dis pas qu'il a pas confiance avec les assistants qui sont déjà là. Mais voilà, c'est un Grec, ils parlent la même langue. Ils ont déjà travaillé ensemble en équipe nationale, ils se connaissent, donc c'est très important pour Vassili Spanoulis. Et alors, apporter un petit plus, ça passe par quoi? C'est de l'observation, c'est beaucoup de vidéos, c'est de l'échange avec les joueurs, c'est tout ça. Voilà, c'est toutes ces petites choses au quotidien qu'un assistant doit faire. Voilà, de temps en temps, un joueur, il va plus facilement se livrer avec un assistant qu'avec le coach principal. Pendant la semaine, c'est regarder beaucoup de matchs de l'adversaire, regarder de temps en temps, re-regarder les matchs de l'équipe qui viennent de se passer pour essayer de voir quelque chose qu'on n'a pas vu sur le moment. C'est tout ça, le travail. Et comment ça se répartit les tâches? Parce que on le voit dans le staff, il y a 3, 4, 5 coachs assistants. Comment ça se répartit entre les rôles? Là, c'est des armées. Donc, il y a un responsable du travail individuel, il y a sûrement un responsable de la défense, un responsable de l'attaque, un responsable qui va regarder les matchs de Monaco, un qui va regarder les matchs de l'adversaire, un qui va regarder les matchs de l'adversaire dans 2 matchs. Voilà, c'est toute une armée, mais ils ont joué hier, ils rejouent demain. Il faut préparer les matchs, il faut regarder 2 à 3 matchs de l'équipe contre qui on va jouer. C'est très chronophage. En train de dire que tu dors pas beaucoup, quoi, c'est ça? Et on va dire que je passe beaucoup plus de temps à la salle maintenant que je suis assistant que quand j'étais joueur. Ouais, c'est un sacré rôle, ça te prend beaucoup de temps et puis ça doit payer puisque les Sharks d'Antibes se portent plutôt bien ces derniers temps. On va croiser les doigts pour que ça continue. Allez, messieurs, il est temps d'attaquer le dernier quart-temps. Semaine à double confrontation donc pour l'AS Monaco. Cette semaine, ça va commencer dès demain avec la réception de Kaunas à la salle Gaston Médecin. Messieurs, encore un match très important. Ça ressemble un petit peu au match qui les attendait face au Maccabi. Match piège? Le fameux match piège. Alors, ça, pour faire la comparaison avec le Maccabi, Kaunas a encore une place en play-in potentiellement à aller chercher. Il y a un enjeu encore pour eux. C'est ça. Après, c'est pas une équipe c'est une équipe qui est en difficulté contre les gros quand même. Et à l'extérieur, à l'extérieur, ils n'ont remporté que 5 matchs. Et sur les 5 matchs qu'ils ont remportés, c'est l'Alba Berlin, c'est la Virtus Bologne. Enfin, c'est les équipes de bas de classement. Donc je pense que c'est une équipe largement prenable, d'autant plus qu'il y a l'Olympiakos et le Pana après, donc ils seraient bien inspirés. Après la victoire contre le Fener, d'aller chercher un nouveau succès. Salle Gaston Médecin. À domicile. Oublier le revers à Lasvel. À domicile, voilà. Moi, je reste là-dessus. À domicile, Monaco ne doit pas perdre. Tout simplement, voilà. Ça va être un bon match. Les Alguiris, ils ont des bons joueurs. Il y a notre Français, Sylvain Francisco, qui a du feu dans les jambes, mais il va falloir le contrôler. Mais en effet, comme vous le dites... C'est une équipe qui est bonne défensivement, par contre. Oui, ils ont de l'énergie, ils ont une académie, mais il faut gagner. Je pense que si, dès les premières minutes, un peu comme le Fener, tu mets les bons ingrédients, c'est-à-dire que tu les laisses pas prendre confiance au rebond parce qu'ils vont mettre énormément d'intensité, on le sait, c'est quand même une équipe qui est combative, pas forcément toujours le cas de Monaco, on l'a vu contre le Fener, mais il faut mettre l'accent sur la défense, sur la hargne, la volonté de faire mal à son adversaire. Si, encore une fois, ils mettent dès les premières secondes, dès les premières minutes, le doute du côté du Žalgiris avec les bons ingrédients, derrière ça va être dur pour ils peuvent prendre feu. On connaît les équipes lituaniennes, les joueurs lituaniens, c'est des joueurs très adroits à 3 points. On le dit souvent, les équipes face à Monaco, elles sont à droite. Là, l'Asvel, le dernier match, ils n'ont pas raté un shoot à 3 points quasiment. C'est ça qu'il va falloir contrôler, pas les laisser prendre confiance.
S'il y a bien un joueur qui connaît parfaitement ce club de Kaunas, c'est Donatas Motiejunas, le vice-capitaine monégasque qui a fait ses armes là-bas. Sylvie Ferreira et Anthony Casal l'ont rencontré, sont allés l'interviewer lors du déplacement en Lituanie. Il nous parle de son histoire avec son club de cœur. It's a second religion. It's connected to our freedom, connected to our independence, and that's why we kind of world know us because of basketball. But at the same time, like I said, when we break through from the Soviet Union, this was the thing. You know, the Lithuanian national team was playing SSSR for a bronze game medal, and we won. So it was like the statement for the world that we're here. This is who we are. So for our small country, this is, I would say, maybe even first religion, not even second, like everyone else says. I started basketball at 7 years old. Kaunas Krepšinis basketball school. It's not far away. It's one of the. Right now, they kind of Žalgiris took over the system and reorganized, so they connect a couple of schools together. But at that time, it was like the one of the most famous schools, like Sabonis, Jasikevičius, Kurtinaitis, like all the big names. I mean, I cannot name them all, but it's a huge group of names that like incredible basketball players came from that basketball school. And so at 7 years old, my father took me there, and it was beginning of my journey in basketball. First money I made was playing in Žalgiris junior team, second team of Žalgiris. I signed a contract, and I played a little bit for the first team, but I never stayed here the whole season, due to the difficulties the team was experiencing and the management issues that they had. I was forced to leave. Obviously, afterwards, Paulius Motiejunas, who's right now the CEO of EuroLeague, the director, I think, of the EuroLeague. So he took over the team and flipped everything around, gave away all the loans that they had, put the team on a positive note. And so since then, the team is just rising, and you see like the fans are here, and it's really beautiful to see that a small city like Kaunas managed to put 15,000 people every EuroLeague game. I think this is an example of great leadership here, great understanding of marketing, and this team is always going to be in my heart. Une deuxième rencontre à venir donc en Euroleague cette semaine, ce sera jeudi, un déplacement très compliqué pour Monaco qui ira chez le leader actuel de l'Euroleague, l'Olympiakos, qui roule sur cette saison régulière d'Euroleague. Messieurs, là ça va être un match très compliqué. Monaco avait perdu à domicile déjà contre une équipe qui tourne très bien. Il y a peut-être un détail qui peut faire la différence. Cette équipe est déjà qualifiée pour les playoffs, à 2 victoires d'avance pour l'instant sur le deuxième Fenerbahçe. S'il gagne peut-être là en début de semaine contre l'Asvel, ça peut être bon espoir pour Monaco de se dire... À domicile, ils vont pas lâcher un match à domicile. À l'extérieur, pourquoi pas. Ils sont très forts chez eux en plus, l'Olympiakos. Et puis dans une salle comme ça devant leur public, ils vont pas lâcher de match. D'où l'importance du match contre les Žalgiris. C'est-à-dire arriver là-bas en ayant fait le travail à domicile, y aller, pleine confiance, jouer sa carte à fond. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, y a pas d'offense de perdre là-bas. Quand tu vois le premier carton qu'ils ont fait là, ils ont joué quoi jeudi. Et ils ont perdu à domicile. Ils ont mis 8 petits points dans le premier carton. Ça a été très très difficile pour eux de se mettre en route. Après, ils ont perdu quelques joueurs aussi, World Cup et d'autres qui sont sur le flanc. Donc il y a aussi une gestion de l'effectif. Il y a Evan Fournier qui a joué que 19 minutes. Il y a aussi des matchs importants en championnat parce qu'ils sont derrière le Pana. Donc il y avait aussi cette gestion-là à gérer pour l'Olympiakos. Mais bon courage pour aller gagner sur le parquet de l'Olympiakos avec un Sacha Vezenkov qui continue match après match
de prouver que voilà, il y a lui et les autres, Evan Fournier, et puis on va pas tous les citer. On connaît, on sait que cette équipe-là, elle est au-dessus de la meute cette année. Il va y avoir un beau duel à l'intérieur aussi là maintenant que Monaco a récupéré Daniel Taï, ça va faire du bien parce qu'entre Mousfal et Milutinov qui peut le remplacer, attention, faut être prêt dans la raquette. Ah bah oui, non, mais c'est une armée. Voilà, tu parles des absents, mais même quand il y en a qui sont pas là, c'est les autres. Là, c'est Makisic qui fait très mal à l'aller, qui fait plus de 20 dévals. Ils ont des joueurs partout. Pour l'instant, c'est l'équipe qui survole l'Euroleague. Donc, est-ce que en play-off, on va voir ce que ça donne. Mais moi, je les vois pas. Non, je les vois pas lâcher un match à domicile pour se reposer. Mais Monaco a tout ce qu'il faut pour gagner là-bas. Il y a peut-être aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, toi Ben, mais la donnée, le fait de potentiellement se retrouver en play-off, je pense que c'est aussi important dans ce côté fin de saison, momentum, où tu as aussi envie de te dire, même si les play-offs, c'est une autre compétition, c'est un autre état d'esprit, c'est encore différent, mais le fait de se dire, on a perdu ou on a gagné il y a un mois ou il y a 2 mois, je pense que ça peut aussi avoir une légère importance au moment des play-offs. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'ils seront sérieux et ils auront envie de faire le travail face à la Roca Team. Oui, il faudra aller la chercher, la victoire. C'est pas une victoire qui sera donnée. On est d'accord. Et ça va être compliqué contre cette équipe qui compte quand même déjà 22 victoires. La bonne forme de l'Olympiakos, elle n'est pas due qu'à ses joueurs sur le terrain, elle est aussi due à son excellent coach Georgios Barzokas qui a remporté l'Euroleague avec le club du Pirée en 2013 avec Vasilis Spanoulis sur le parquet. On vous laisse découvrir ce portrait préparé par l'Euroleague. Το να βρίσκεσαι στην άκρη του πάγκου ενός τόσο σημαντικού κλαμπ όπως είναι ο Ολυμπιακός. Το γεγονός ότι η ομάδα την προηγούμενη χρονιά ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης δείχνει το μεγαλείο αυτού του συλλόγου. Οι στόχοι δικοί μου συμβαδίζουν με τους στόχους του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πάντα κυνηγάει τίτλους. Το να κατακτήσει την Ευρωλίγκα δεύτερη φορά μια ομάδα σερί είναι εξ αρχής πολύ δύσκολο εγχείρημα. Πραγματικά θα ήταν ένα όνειρο που θέλω να ζήσω. Olympiacos makes history with its second Final Four title in a row. Since starting in the EuroLeague in 2009, Georgios Barzokas has shown time and again what it takes to lead a team at this level. Teaching is a very difficult job, and I don't know if I'm the perfect person to teach somebody. That the only thing that I must do is to be fair. This is the most important thing for me. I'm happy and proud of our work, of our team, about our fans that they come so from far away from here. And we finished the season with a smile. Spells at Barcelona and Khimki followed before the Greek tactician returned to Olympiacos in 2019, cementing his reputation as a legend at the historic club. Olympiacos in my life is something very important. Basketball-wise, everything. A lot of emotions, a lot of good and bad times, and a lot of years working here. I can learn even from an assistant coach. I can listen his idea and consider this idea as a main philosophy for me. I'm a really student of the sport, so whatever I hear, whatever I see, whatever I listen is important. Georgios Barzokas, qui est donc le dernier entraîneur à avoir remporté l'Euroleague avec l'Olympiakos. Vasilis Spanoulis était sur le parquet, on le disait il y a quelques instants. On l'a vu d'ailleurs en image avec un petit peu plus de cheveux, un petit peu plus de barbe. Et ça va être les retrouvailles entre les deux. Et cette fois-ci, Vasilis Spanoulis sur un banc d'équipe d'Euroleague. On a hâte de voir l'accueil qui va lui être offert. Voilà, on sait qu'il a marqué ce club. La paire entre lui meneur et le poste 4 Printesis, c'était fabuleux et on va voir ce qui va lui être fait comme accueil. Oui, il y aura sans doute un bel accueil. Alors, il y a déjà eu un accueil pour Spanoulis qui a coaché déjà une équipe grecque avant de prendre Monaco, mais là, ça va être un retour en Euroleague. On imagine bien la salle du Pirée réservée un sacré show. Ça va être le feu. Johan. Déjà, on avait eu des prémices pour les 100 ans du club où on avait vu des images de Vasilis Spanoulis. Ils avaient quelque part fêté aussi un petit peu avec des images de lui sous le banc des trophées. Exactement, c'est une légende absolue là-bas. Et ça va être beau à voir. Honnêtement, ça va être très très beau déjà pour lui. Je pense que ça va lui remémorer probablement ses plus beaux souvenirs en carrière. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de voir au-delà du match. Allez, on va faire un petit point maintenant sur le classement de l'Euroleague avant d'attaquer cette semaine à 2 matchs avec, donc, on le disait, l'Olympiakos en tête
de ce classement avec 73% de victoires juste devant Fenerbahçe, toujours 2 victoires d'écart entre les deux clubs. Le Pana qui suit juste derrière. Monaco a une victoire du Panathinaikos. Ça c'est un objectif aussi pour les Monégasques, peut-être d'aller chercher ce top 3. Suivent le Barça et l'Étoile Rouge. Dans les places au play-in, Paris, le Bayern et l'Anadolu Efes Istanbul. Dans la deuxième partie du tableau, le Real fait son retour dans les places au play-in. Ça va leur faire du bien juste devant l'Olympia Milan. L'Asvel s'est terminé officiellement depuis cette dernière journée. Ils ne pourront pas rejoindre les play-in. L'Asvel 15e avec seulement 36,7% de victoire. Et dernier, l'Alba Berlin. Le programme de cette 31e journée avec donc Fenerbahçe qui va recevoir Paris. Là, il y a peut-être un coup à jouer. Donc aussi pour Monaco qui peut se rapprocher et du Pana et du Fener. Le Barça qui affronte le Bayern, Real Madrid, Milan, Partizan de Belgrade, Alba Berlin, l'Asvel qui reçoit l'Olympiakos, l'Anadolu Efes Istanbul qui reçoit Vitoria, l'Étoile Rouge de Belgrade contre la Virtus Bologne et le Maccabi qui recevra le Panathinaikos en fermeture de cette 31e journée. Les espoirs, eux, continuent leur chemin en championnat. 15e victoire de la saison pour les jeunes monégasques de Michael Pivot. Un succès 82-70. Sale Gaston Médecin contre l'Asvel. Les Monégasques ont surtout dominé la première mi-temps. Côté stats, on retiendra les 23 points, 4 passes et 2 interceptions de Zakaria Mechergui. Un double-double pour Loïc Noudok-Bessi, 14 points, 10 rebonds et 4 passes, 20 d'évaluation pour lui. On notera également les 11 points et 8 rebonds pour Soumaïla Koïta. Au classement, Monaco est 3e à égalité avec Le Mans et Strasbourg. Ils sont à 2 victoires de la 2e place qui est actuellement occupée par Cholet. Les jeunes monégasques tout de même déçus après cette victoire, à l'image du meilleur marqueur Zakaria Mechergui. Enfin, c'est assez blessé. On gagne certes, mais je ne m'invente pas, mais bon, je ne prends pas de très bons tirs. Je trouve que j'aurais pu faire plus tourner les autres. Et on n'est pas assez satisfait de notre match dans le sens où on gagne certes, mais on doit gagner avec la manière et non avec le rythme qu'on a donné aujourd'hui. Les espoirs qui font l'objet d'une série documentaire produite par TV Monaco. Les Pépites du Rocher vous proposent de suivre en inside la saison des jeunes monégasques. Vous avez déjà 2 épisodes disponibles sur la plateforme tvmonaco.com. Le 3e épisode arrive prochainement. Ce sera le 10 avril prochain. Le prochain rendez-vous basket en direct sur TV Monaco, ce sera donc demain soir avec cette rencontre entre l'AS Monaco de Mike James et le Žalgiris Kaunas de Sylvain Francisco. Match commenté par Colin Bourget et Laurent Sciarra. Prise d'antenne à 18h25 pour l'avant-match. Coup d'envoi à partir de 19h. Il est temps de se dire au revoir, messieurs. Merci Johan, merci Ben. On a passé un bon moment encore. Très très bien. À la semaine prochaine avec un quiz gagné en plus, Ben, au passage. Allez, bien remuer le couteau dans la plaie. Pas obligé de le préciser, ça. On peut finir l'émission différemment. Et c'est une remontada en plus. Parce qu'il était mené 2-0. Allez, bonne semaine, messieurs. On se retrouve lundi prochain, Rocasfer, 19h50. On se quitte, vous en avez l'habitude, avec le Magic Moment et ce dunk signé Daniel Theis sur une magnifique passe d'Eli Okobo. Bonne semaine à toutes et à tous sur TV Monaco. Et la bonne défense d'Eli Okobo, le 2 contre 1, a bien maîtrisé Daniel Theis qui écrase le cercle. Il a tout pour devenir le chouchou du public très rapidement. Là, vous avancez quand même un peu, hein. Quand même. Mike James, quand même. Hein. Oui, il y a le chouchou. Regardez. Mais c'est vrai que vous aimez bien cette expression, vous, hein. Chouchou, star, méga star.